Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du 29 juin 2023. Dans les actualités de ce jour, parlons de déplacement du président de la République dans le district d'Ansimjan. Justement, le Centre national anti-tabac et l'Office national de sevrage ont été inaugurés ce matin à Mbavatukana Itos. La pose de la première pierre pour la construction d'un hôpital Manarampinch à Itos a aussi eu lieu aujourd'hui sous la houlette du président de la République, Andrzej Radziwiłł, et son épouse. Il est à noter qu'aujourd'hui est la journée mondiale dans la lutte contre le tabagisme. Reportage de Mervoulet Ferran et Andoran Zajed. L'on sait que le nombre des jeunes filles et jeunes hommes qui prennent de la drogue est en hausse. Il n'y a pas encore de chiffres exacts concernant ce phénomène, selon le ministre de la Santé publique, mais la plupart des jeunes en prennent juste pour essayer et en deviennent addicts, ce qui engendre la dépense de beaucoup d'argent. Les médecins soulignent que la prise de drogue entraîne de graves séquelles sur le corps humain. Pour soigner les personnes dépendantes à la drogue, il faudra d'abord l'aider à se passer de l'addiction et de la dépendance à ces substances. C'est la base du traitement. Il est alors primordial qu'il ait des centres nationaux de lutte contre le tabac, comme ce qui a été implanté ici à Mbavatukana, car la drogue est devenue un danger pour le pays. Les vendeurs de drogue devront être sanctionnés très sévèrement. Les jeunes dépendants à la drogue ont aussi besoin de soutien et de protection. Le Centre national anti-tabac a été ainsi inauguré aujourd'hui. Il est implanté à Itos. Il s'agit du premier centre national mis en place par l'État et qui se focalise entièrement sur la prise en charge des personnes sous l'emprise de la drogue. La première dame, Meral Radziwiłł, présidente de l'association FITI, a accepté d'être la marraine de cette lutte contre la drogue. Elle aidera le ministère de la Santé publique dans ce rôle. En parallèle avec cet événement, la journée mondiale de la lutte contre le tabagisme a été marquée aujourd'hui. Dans la foulée, la pose de la première pierre de l'hôpital Manarampinch d'Itos a eu lieu aujourd'hui. Il s'agit du 28e hôpital construit par l'État en 4 ans. En outre, les maires du district d'Ansimjan ont reçu des motos et 5 camions bennes pour la commune de Mbavatukana et une voiture 4x4 pour la direction régionale de la santé publique de Nalamang. Durant son passage à Itos, le président Andrzej Radziwiłł a rassuré la population qu'il reviendra à Itos dans un mois pour la pose de la première pierre du stade Manarampinch à Dadan-Kazakh, mais aussi pour apporter des solutions aux soucis quotidiens de la population, notamment les embouteillages, l'électricité et l'eau. Et le président de la République a profité de l'événement d'aujourd'hui à Itos pour affirmer dans son discours sa reconnaissance envers la population malagasy. Le chef de l'État a tenu à remercier le peuple malagasy, mais aussi ceux qui sont venus nombreux au stade Baria Mamast le 26 juin dernier, durant la célébration de la fête nationale. Malgré les critiques non constructives, seul le peuple malagasy a le dernier mot et cela a été démontré durant ce jour à travers la démonstration d'amour dont il a fait preuve selon le président Andrzej Radziwiłł. Toujours dans cette page politique, la rencontre de députés avec les membres du gouvernement menée par le Premier ministre n'a pas encore eu lieu aujourd'hui. Selon la porte-parole du gouvernement, le bureau permanent de l'Assemblée nationale a dit vouloir encore se réunir, raison pour laquelle la rencontre n'a pas abouti aujourd'hui. Les parlementaires, comme les membres du bureau permanent de l'Assemblée nationale, n'ont pas voulu s'exprimer sur la raison de l'annulation de cette rencontre. Reportage de Radu Ramananzatou et Cela fait 2 fois aujourd'hui que la rencontre entre les députés et le gouvernement devait se tenir, mais cela n'a pas toujours abouti. Si cela devait se faire ce matin vers 10 h, la rencontre a été reportée vers 15 h. Le Premier ministre, chef du gouvernement, et les membres sont venus sur les lieux cet après-midi, mais la porte-parole du gouvernement affirme que le bureau permanent de l'Assemblée nationale a dit vouloir encore se concerter. Les membres du gouvernement ont quitté le palais de Timbazaz. Les parlementaires n'ont pas fait de déclaration sur la raison pour laquelle la rencontre n'a pas eu lieu. Selon le calendrier de l'Assemblée nationale, pourtant, cette première session ordinaire pour cette année 2023 sera clôturée officiellement demain. Concernant la demande de changement d'une partie des membres du bureau permanent, elle a déjà été prise en compte par la secrétaire générale de l'Assemblée nationale. L'examen de cette demande devra se faire tout en visant à rester dans un climat d'apaisement, affirme la présidente de l'Assemblée nationale. La JIRAMA aura bientôt un nouveau directeur général. On est dans la dernière phase du recrutement d'un expert pour le redressement de cette société après avoir passé à travers un cabinet spécialisé financé par la Banque mondiale. Reportage. Actuellement, la JIRAMA affronte une crise majeure.
L'arrêt des coupures de courant fréquentes sera la priorité du gouvernement. C'est pour cela que le Parlement a validé le recrutement d'un expert pour prendre en main le redressement de la JIRAMA le plus vite possible. Selon nos sources, ce dernier sera le manager de redressement. Un cabinet de recrutement national a été consulté au mois d'avril, financé par la Banque mondiale, dans le cadre du projet LEAD. Ce cabinet de recrutement a été le responsable des recherches pour trouver cet expert dans le cadre national et international. Le dépôt de candidature s'est terminé le 24 mai. 19 candidats ont répondu à l'appel et parmi eux seulement 5 malgaches. 13 critères ont été exigés pour évaluer les candidats et seulement 6 d'entre eux ont rempli les critères. Suite à un entretien, 4 ont été retenus étant donné leur expérience technique, leur sens de leadership et aussi leur expertise pour redresser les entreprises en difficulté comme la JIRAMA ainsi que leur connaissance de la situation de Madagascar. Pour l'étape qui a suivi, le cabinet de recrutement a imposé des critères très élevés où les candidats vont donner des propositions pour rénover l'entreprise et ainsi en savoir plus sur la personnalité du postulant. Ainsi, 2 candidats ont été retenus. Le Conseil des ministres tranchera incessamment lequel des 2 sera le nouveau DG de la JIRAMA. Le travail du manager de redressement constituera à résoudre les problèmes de gestion au sein de la JIRAMA dans un délai précis. Toujours au niveau de ce rapport du Conseil des ministres d'hier, Madagascar bénéficiera du crédit carbone RED+, d'après le Conseil des ministres d'hier. Par ailleurs, la mise en place d'un guichet unique pour le traitement des dossiers administratifs a également été renforcée durant ce Conseil. Ruth-Christelle Rakoutou-Malal nous en dit plus. Madagascar bénéficiera de 50 millions de dollars issus du crédit carbone RED+. Un comité sera constitué pour décider de l'utilisation de ce fonds destiné à l'environnement. 5 régions, avec 189 communes et 2,06 millions d'hectares de forêts humides, sont concernées par l'utilisation du crédit carbone. La mise en place d'un guichet unique pour le traitement des dossiers administratifs a été confirmée lors du Conseil des ministres d'hier. Il sera installé au ministère de l'Économie et des Finances à Batenakang. L'objectif est de faciliter la réalisation des projets présidentiels. Les dossiers de transfert de fonds, les dossiers d'enregistrement et du mandatement y sont traités dans un bref délai. Le guichet unique informera également des budgets utilisés pour les projets présidentiels. Et pendant la fin du mois de mai, 400 hectares de cultures ont été détruites par des grêles dans la région d'Anjanmasn. Selon le BNGRC, le gouvernement est venu en aide aux paysans qui sont maintenant considérés comme des sinistrés. Le gouvernement leur a donné des riz, des vaccines, car ce sont leurs moyens de subsistance qui ont été entièrement détruits. Reportage de Cécile Vin et Secha Angelab. Le BNGRC a effectué une tournée dans 4 communes de la région d'Anjanmasn. Les paysans sont venus en masse pour recevoir l'aide du gouvernement. En effet, la région d'Anjanmasn a été victime de fortes grêles à la fin du mois de mai. Ainsi, les cultures de riz, de manioc et de patates douces ont été complètement détruites, alors que ce sont les produits qui font la renommée des paysans d'Anjanmasn. Pour le cas de la commune de Sabout-Manzak, 250 hectares ont été détruits. 549 foyers ont vu leurs moyens de subsistance détruits. Le gouvernement, à travers le BNGRC, a offert 700 kg de riz, 2 tonnes de légumineuses, 600 kg de vaccines, 10 tonnes d'haricots, cela jusqu'à la prochaine période de culture. Mais à part le regroupement de ces bénéficiaires sur le terrain de la commune, le BNGRC fait également une visite dans les Fouktan pour remettre ses aides. Cette distribution a duré 4 jours. Les jeunes femmes sont de plus en plus attirées de suivre le parcours de formation de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Le nombre des inscriptions au concours augmente chaque année selon les statistiques publiées par le ministère de l'enseignement technique et de la formation technique professionnelle. Une attention particulière sera considérée à la manière dont ces jeunes femmes pourront être reçues pendant le concours selon les informations. Reportage signé Felna Rakotorsoul. Le concours pour accéder à l'enseignement technique dans toute l'île a débuté aujourd'hui. 50 081 jeunes s'y sont inscrits. Quant au lycée technique professionnel à l'Arbi, il compte 951 candidats qui se répartissent en 2 formations.
la formation professionnelle initiale ou FPI et la formation technologie générale. Les jeunes femmes sont encouragées et privilégiées lors de ce concours, a précisé le ministre de tutelle lors de son allocution au lycée technique à Larobie ce matin. Selon les informations, ce concours pour intégrer le lycée technique durera 2 jours. Dans les actualités internationales de ce soir, Emmanuel Macron a appelé hier la Turquie et la Hongrie à ratifier l'adhésion de la Suède à l'OTAN avant le sommet de l'Alliance Atlantique qui sera organisé les 11 et 12 juillet à Vilnius. France 24 nous en dit plus. La scène se déroule devant la mosquée centrale de Stockholm. Lors d'un rassemblement, cet homme brandit un Coran, en déchire des pages, le piétine, puis y met le feu. Une provocation claire, surtout au premier jour de l'Aïd, la fête la plus importante du calendrier musulman. Mais ce n'est pas un dérapage. La scène était prévue. La police suédoise se justifie. Les risques de sécurité ne sont pas de nature à interdire le rassemblement. Finalement, l'homme est inculpé pour agitation contre un groupe ethnique et une plainte contre l'organisateur est déposée. Motif, incitation à la haine. Mais le mal est déjà fait. Pour le ministre turc des Affaires étrangères, le geste est méprisable. Il est inacceptable d'autoriser ces actions anti-islamiques sous prétexte de liberté d'expression. Fermer les yeux sur des actes aussi atroces, c'est être complice. Cet acte peut-il compromettre les chances de la Suède d'adhérer à l'OTAN ? Depuis plus de 6 mois, Ankara bloque la candidature du pays scandinave. Déjà parce que le livre musulman saint a été brûlé à Stockholm en janvier dernier lors d'une manifestation devant l'ambassade de Turquie. Aussi parce que la Turquie reproche à Stockholm son incapacité à sévir contre les groupes kurdes qu'elle considère comme des terroristes. De son côté, l'OTAN fait pression sur Ankara pour qu'elle donne son feu vert avant le sommet à Vilnius les 11 et 12 juillet prochains. J'ai convoqué une nouvelle réunion des hauts fonctionnaires de Turquie, de Finlande et de Suède jeudi prochain à Bruxelles. Le moment est venu d'accueillir la Suède en tant que membre à part entière de l'OTAN. Pour le président turc, la Suède a fait des progrès, mais pas assez. Il pointe ici l'accord accepté par Stockholm en début du mois d'extrader vers la Turquie un partisan du Parti des travailleurs du Kurdistan, le PKK, un mouvement d'opposition kurde inscrit sur la liste noire d'Ankara. Les chefs d'État et de gouvernement européens vont discuter des répercussions de la minuterie avortée en Russie alors qu'ils se réunissent aujourd'hui en sommet à Bruxelles pour évoquer des mesures supplémentaires de soutien à l'Ukraine et une aide sécuritaire à celle-ci en présence notamment du secrétaire général de l'OTAN. France 24. En effet, la rébellion de Wagner devrait même dominer ces discussions sur l'Ukraine aujourd'hui lors de ce sommet européen à Bruxelles. Dans un dernier projet de conclusion qui circule, les 27 pourraient se mettre d'accord sur des engagements de sécurité vis-à-vis de l'Ukraine. C'est un paragraphe qui a été ajouté à la demande de la France, mais qui inquiète certains États membres comme l'Autriche, par exemple, qui n'est pas membre de l'OTAN et qui est militairement neutre. L'autre sujet qui devrait beaucoup occuper les 27 aujourd'hui, c'est la question des actifs gelés russes. Vous savez, cela fait un moment qu'est évoquée l'idée d'utiliser les rendements de ces actifs gelés pour financer la reconstruction de l'Ukraine, mais c'est un mécanisme qui est très difficile à mettre en place juridiquement. Et puis, certains s'inquiètent aussi du signal que cela pourrait envoyer au marché financier. Donc, même si la Commission européenne semble très volontaire sur cette question, ça reste une idée difficile à mettre en place. En effet, impossible pour les 27 d'éviter ce sujet de la migration après ce naufrage meurtrier en Méditerranée et au vu des chiffres d'entrée illégale sur le sol de l'Union européenne qui sont, vous le savez, en augmentation. Alors début juin, les 27 se sont mis d'accord sur un certain nombre de textes, mais qui ont plutôt à voir avec la gestion interne de la migration. Aujourd'hui, il va être question de parler de la gestion externe de ces migrations, c'est-à-dire tous ces projets d'accord avec des pays de transit. On se souvient en 2016 de l'accord passé avec la Turquie pour que le pays garde sur son sol les réfugiés syriens. Et bien aujourd'hui, il y a aussi des projets d'accord avec des pays comme le Maroc et la Tunisie, des accords gagnant-gagnant selon des sources internes ici à Bruxelles, puisqu'en l'échange d'un soutien budgétaire, eh bien l'Union européenne demanderait à ces pays une coopération économique, mais bien sûr aussi migratoire
migratoire. Alors avant ce sommet, l'Union européenne espérait passer ce genre d'accord avec la Tunisie, mais pour le moment, le président tunisien estime que son pays ne doit pas devenir le garde-frontière de l'Union européenne. Et puis certains pays européens s'inquiètent également de la dérive autocratique de ce pays et bien sûr de la question des droits de l'homme. Dans un tout autre sujet, toujours à l'international, en Tunisie, certains jeunes se reconvertissent dans l'apiculture, un métier qui permet un retour vers une agriculture raisonnée et peu coûteuse en investissement. La Tunisie a une tradition d'apiculture et dispose d'une flore mellifère très variée pour la production de miel, mais le secteur est peu structuré. Dans le pays où le chômage touche 38% des jeunes âgés de 15 et 24 ans, la profession séduit même si elle est tributaire des changements climatiques qui affectent aussi bien le bien-être de l'abeille. France 24 nous en dit plus. C'est dans les fleurs de trèfle, en banlieue de Tunis, que les abeilles de Myriam butinent à chaque printemps, avant leur transhumance. Ils ont mangé toute la réserve par contre. Pas de réserve, non, presque. Cette ancienne contrôleuse de gestion dans une société pétrolière a tout abandonné en 2018 pour se lancer dans un projet d'apiculture dédié aux femmes. On donne à nos adhérentes des ruches qu'elles peuvent faire l'élevage et suivre pendant une année. L'année suivante, après l'essaimage, elles auront des essaims. Donc avec ces essaims, on les donne à d'autres femmes pour pouvoir bénéficier. On essaie d'instaurer l'esprit social et solidaire chez les femmes. Comme à l'échelle mondiale, en Tunisie, les abeilles sont aussi menacées de disparition à cause de la pollution et de l'agriculture intensive. Pour mener à bien son apiculture raisonnée, Myriam s'est associée à Smart Bee. Cette jeune start-up lui fournit des capteurs intelligents qui, reliés à une application, lui permettent de surveiller l'activité et les besoins de ses ruches. Par exemple, ici, on a des informations par rapport à la température et l'humidité. Si la température à l'intérieur de la ruche est alarmante, on voit ça et on reçoit même un message d'alerte, donc on doit intervenir. Malgré les problèmes de forte chaleur et de pesticides dans le pays, la filière apicole séduit de nombreux jeunes, comme Firas, animateur touristique, reconverti en apiculteur. Machallah. À Takelsa, dans le Cap Bon, il produit du miel et différentes gammes de produits à partir de ses ruches. C'est de la cire d'abeille naturelle et je le vends pour les gens qui font des produits cosmétiques. S'il travaille encore dans sa cuisine, comme la plupart des jeunes entrepreneurs, Firas dit pouvoir vivre aujourd'hui de l'apiculture. Moi-même, j'aide beaucoup de jeunes qui ont débuté l'apiculture et je leur dis qu'ils peuvent débuter comme ça avec la cuisine de leur famille. On peut louer les machines, on peut louer les maturateurs. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture vient d'octroyer un financement de 500 000 $ pour soutenir l'apiculture en Afrique du Nord avec l'Union du Maghreb arabe. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention et de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. N'oubliez pas, dans quelques instants, vous allez suivre l'émission Santé face à la Malawan Daoulbe ou Santé pour tous. Sur ce, très bonne soirée et très bonne continuation sur Viva. Au revoir.